L'humanité a 90% de chances de s'éteindre dans les siècles à venir. Et ça, c'est des chiffres donnés par des études qui se disent optimistes. Le pire, c'est que ça nous touche pas vraiment. En 2019, des chercheurs d'Oxford l'ont démontré, l'extinction des autres espèces animales nous paraît bien plus grave que la nôtre. Sauf si on pense que l'humanité aura un avenir radieux. Parce qu'on galère à visualiser les conséquences de notre propre disparition. C'est peut-être pour ça que c'est si difficile d'agir. Moi je dis, autant sauter les étapes et se poser directement la question. Qui sera l'espèce dominante sur Terre si l'humain disparaît? La plus puissante, intelligente, débrouillarde? Vous risquez d'être surpris. Quelle espèce pourrait nous faire la guerre et gagner? Il y a au minimum 20 milliards de fourmis sur Terre. Ça veut dire en moyenne 2,5 millions par être humain. Imaginez qu'elles décident de nous attaquer tous en même temps, le même jour, à la même heure. Est-ce que vous pensez que vous avez la moindre chance face à 2,5 millions de fourmis qui viennent vous recouvrir et vous dévorer pendant votre sommeil? C'est pas complètement insensé. Certaines espèces de fourmis, comme les Dorilus, se déplacent en colonies de plusieurs dizaines de millions d'individus, sont carnivores, possèdent une morsure très douloureuse et ont déjà attaqué de jeunes enfants. Il y a aussi celles qui balancent un venin hyper violent. Par exemple, la fourmi balle de fusil qui tire son nom de la douleur de sa piqûre. Ça peut durer jusqu'à 24 heures. 3000 d'un coup et vous recevez une dose létale. Un grand nombre de venins causent des réactions allergiques, comme celui de la fourmi sauteuse d'Australie, qui en plus d'être hyper agressive, peut tuer un adulte en moins de 20 minutes s'il y est sensible. Ça concerne quand même 1,5% de la population. Bon, en guerre ouverte, c'est moins impressionnant. Elles sont lentes et hyper fragiles, mais il faut quand même que chaque humain se débarrasse d'un tapis de 10 mètres carrés de fourmis. De quoi recouvrir entièrement le sol de ta chambre. Si elles sont bien organisées, et mettent des espèces venimeuses dans chaque groupe, juste quelques dizaines de milliers, histoire d'au moins nous paralyser de douleur, il y a peu de chances qu'on y survive. Mais comment on fait si les fourmis arrivent à nous surpasser? T'en fais pas, il nous arrivera rien tant qu'elles ne joueront pas à Call of Dragons. Ok, c'est la sponsor. C'est le nouveau MMO des créateurs de Rise of Kingdom, un monde où les humains sont loin d'être l'espèce dominante. Orques, elfes, morts-vivants, trolls et lézards des sables. Pour survivre, faut développer ta ville, recruter les meilleures troupes et organiser tes légions. Attends, donc ça pourrait asseoir notre domination? Choisis la bonne faction et le bon commandant, comme Madeline qui protège ton infanterie, ou Lilia qui déchaîne ses sorts de flammes sur le champ de bataille. La grande nouveauté de la prochaine mise à jour, le War Pet System, comme Pokémon. Dragon, ours, lézard ou aigle, capture-les et élève-les. Lui, je l'adore. Ils sont tous uniques. En les entraînant, vous pouvez les améliorer, leur apprendre de nouvelles attaques et en faire des machines de guerre. Un grand avantage sur le champ de bataille. Pour célébrer ça, Call of Dragons t'offre la possibilité de transformer tes animaux de compagnie en bêtes fantastiques. Mais Biscuit, qu'est-ce qu'on t'a fait? Si ce jeu tombe dans les pattes d'une fourmi, on est foutu. Aucun risque, suffit qu'on prenne de l'avance. Soyez le maître de la bataille. Préparez-vous à l'invasion, téléchargez Call of Dragons sur mobile ou PC, lien en description. S'il y a un conflit interespèces, c'est pas les gros prédateurs qu'on doit craindre. D'accord, les ours polaires sont des machines à tuer de 2 mètres pour 500 kilos, mais il en reste seulement 20 à 30 000. Les lions, c'est pareil, et les tigres, je vous en parle même pas. De toute façon, personne va les affronter à main nue. À la limite, vous avez plus de raisons de craindre les 25 milliards de poulets ou les serpents qui tuent déjà environ 100 000 humains chaque année. Mais c'est de loin les petits organismes qui vont nous poser les plus gros problèmes. Toutes les espèces sont pas hyper dangereuses. Les papillons, ça devrait aller. Mais vous sous-estimez sûrement le nombre de menaces. Ceux qui transmettent des maladies, ça représente plus de 600 millions de personnes infectées chaque année pour 700 000 morts. En tête, il y a le moustique, mais c'est pas le seul. Rien que les tiques. En France, ils peuvent vous refiler la maladie de Lyme. Aux USA, le Powassan, qui provoque une infection cérébrale, et en Australie, il y en a carrément qui vous injectent une neurotoxine paralysante. Si vous la retirez pas, elle peut facilement vous mener à un arrêt respiratoire, puis la mort au bout de quelques jours. Sans oublier tous les parasites. Par exemple, ce petit ver, là, qui vit dans l'eau de certaines régions tropicales, il traverse votre peau, vient s'installer dans vos organes ou vos vaisseaux sanguins, puis pond des milliers d'œufs chaque jour. On appelle ça la bilharziose. Ça tue jusqu'à 200 000 personnes chaque année. Imaginez à quel point on serait démunis si on devait combattre une alliance insectes-parasites-vers. Déjà, notre seule arme contre eux, c'est les insecticides. On va pas leur tirer dessus, ni brûler tous les bâtiments dans lesquels ils se cachent. Ça veut dire passer notre temps à faire des zones de quarantaine pour combattre une menace quasi invisible. Potentiellement empoisonner d'autres espèces, animales comme végétales, une vraie catastrophe. Surtout que la vraie force des insectes, c'est qu'on en a besoin, alors que eux, ils s'en sortent très bien sans nous. Qu'est-ce qu'on fait s'ils arrêtent de polliniser nos plantations? Ou de plus nettoyer notre sol? De recycler nos déchets organiques? S'ils en ont marre et qu'ils quittent une région, ou si on arrive à les exterminer, c'est l'intégralité de la chaîne alimentaire qui s'effondre. Et nous, puissants humains, on sera obligés de partir. La vérité, c'est qu'on a de la chance que les insectes n'aient pas conscience de tout ça, parce que dans le cas contraire, ce serait la fin de l'humanité. Qui s'en sortirait le mieux si l'humain disparaissait?
Il ne reste plus que des ruines et tout un tas d'espèces animales libres de reprendre le contrôle. Si vous pensez que la disparition de l'homme va être bénéfique à tout le monde, vous vous trompez. Déjà, des milliers d'espèces vont tout simplement disparaître, quoi qu'il arrive, incapables de s'adapter au changement climatique. Ouais, même sans nous, la Terre est partie pour plusieurs siècles de stabilisation avant d'espérer que les températures redescendent. Il y aura des accidents industriels avec des explosions de centrales ou d'usines. Mais après tout, la région en quarantaine autour de Tchernobyl est redevenue abondante en végétation et animaux. L'impact des radiations est presque négligeable quand on le compare aux bénéfices de la disparition de l'homme. Il y a aussi certaines espèces domestiques ou d'élevage qui auraient aucune chance. Comme les moutons qui sont trop différents des moutons sauvages et ont besoin d'être tondus régulièrement pour pas devenir incapables de se déplacer. Les cochons au contraire pourraient très bien s'en sortir. Intelligents et omnivores, ils n'auraient aucun mal à se déplacer. D'ailleurs dans certaines régions comme aux USA et au Canada, c'est presque une espèce invasive. On en compte 6 millions en liberté qui causent jusqu'à 2,5 milliards de dollars de dégâts chaque année aux agriculteurs et propriétés privées. Dans les villes, l'avantage serait certainement pour les charognards et les animaux omnivores, capables d'utiliser ce que l'humain a laissé derrière lui, par exemple les ratons laveurs, mais surtout les rats. Imaginez Paris, 4e ville la plus infestée au monde, avec ses 6 millions de rongeurs. Quand on sait qu'une rate peut avoir jusqu'à 6 portées par an, d'une dizaine de petits qui eux-mêmes peuvent se reproduire au bout de quelques semaines, la population exploserait. Mais aussi celle des prédateurs, chats, serpents, renards, rapaces, la logique est toujours la même. Plus il y a de nourriture, plus les espèces se reproduisent. Et toute la chaîne alimentaire en profite, des insectes aux super prédateurs. Mais qui en sortirait vainqueur? Le plus probable, c'est que les mammifères reprennent le contrôle. Aujourd'hui, il n'y a qu'en Afrique qu'on retrouve une importante diversité de grands mammifères. Mais à une époque, ils étaient partout. Par exemple, on sait que sans l'humain, l'Amérique serait une des régions avec la plus grande biodiversité. Qu'on aurait des éléphants sur la côte méditerranéenne et des rhinocéros à travers toute l'Europe du Nord. On peut facilement supposer que ceux qui n'ont pas été complètement annihilés par l'homme vont s'étendre naturellement, comme les ours, les loups ou les chevaux sauvages. Aucun prédateur déjà adapté à leur environnement et avec des gros cerveaux. La situation serait idéale et leur permettrait de dominer d'anciennes régions détenues par l'homme. Mais même débarrassés par ceux qui les ont fait disparaître, les espèces vont pas repeupler le monde en un clin d'œil. On estime que si on disparaissait du jour au lendemain, il faudrait entre 3 et 7 millions d'années pour retrouver une biodiversité équivalente à celle avant les extinctions de masse provoquées par l'homme. Quelle espèce pourrait devenir notre successeur ? Vous avez entendu parler des attaques d'orques sur la côte ouest du Portugal et autour du détroit de Gibraltar? Ces dernières années, on en compte plus de 500, et parfois plusieurs le même jour. Gouvernail arraché, bateaux endommagés, parfois même coulés. D'après les médias, elles se vengent de l'activité humaine. Sauf que c'est faux. On est presque sûr qu'elles ne font que s'amuser. La théorie la plus populaire, c'est qu'une orque adulte a eu un accident avec un bateau. Du coup, par peur ou précaution, elle s'est attaquée au gouvernail. Peut-être pour les ralentir. Et tous les jeunes se sont mis à l'imiter. Chaque année, le nombre d'orques qui interagissent avec les bateaux augmente, comme si l'activité gagnait en popularité. Ça aurait rien d'étonnant, on parle quand même d'une espèce capable de se transmettre des techniques de chasse uniques de génération en génération, ou même d'expérimenter des phénomènes culturels. Comme dans les années 80 où il y a eu une mode chez les orques de porter des saumons morts sur la tête, juste pour le fun. Si on vous parle de ça, c'est parce que les cétacés sont incroyablement intelligents. Quand on cherche le successeur de l'humain, ça compte. Les orques, les baleines, les belugas et certaines espèces de dauphins ont même un plus gros cerveau que nous, et leur ratio taille de cerveau taille de l'espèce n'est dépassé que par l'homme. Ils vivent en groupes sociaux stables, ont une excellente mémoire, des systèmes de communication, sont capables de résoudre des problèmes, se reconnaissent dans un miroir, certains font même preuve de créativité. En plus, c'est très probable qu'on sous-estime leur intelligence, car à cause de leur environnement, ce sont des espèces difficiles à étudier. Limite, le seul truc qui les empêche de devenir des australopithèques aquatiques, c'est qu'ils sont pas faits pour utiliser des outils. Un problème que ne connaît pas du tout la pieuvre. De très loin, l'invertébré le plus intelligent. Chacun de ses bras contient un groupe de neurones, comme des sortes de mini-cerveaux qui leur permettent d'agir indépendamment les uns des autres. Les pieuvres sont capables de résoudre des problèmes simples ou des labyrinthes, de se servir d'outils, d'apprendre en observant ou de reconnaître les gens. On a même découvert des espèces qui se regroupent en petites communautés. Tout ça grâce à leur plasticité cérébrale. Certaines études supposent que c'est grâce à l'activité de leurs gènes sauteurs, des séquences ADN qui jouent un rôle dans la capacité d'apprentissage, la mémoire et qu'on pense fondamentaux dans l'évolution. Il y a beaucoup de potentiel, mais c'est peu probable que ces espèces quittent un jour l'océan, même
en développant leur capacité intellectuelle. C'est pas grave, parce qu'à l'air libre, il y a d'autres concurrents. Par exemple, les oiseaux, plus particulièrement les corbeaux et les corneilles. Ça va peut-être vous surprendre, mais les jeunes corbeaux font des scores équivalents à ceux des grands singes adultes dans plusieurs tests cognitifs, si bien qu'on les appelle parfois les primates volants. Ils peuvent résoudre des énigmes complexes en plusieurs étapes, utilisent sans mal des outils grâce à leur bec, comprennent le concept de nombre, planifient des événements, ont une mémoire impressionnante et transmettent les infos à leurs congénères. Si vous avez embêté un corbeau par le passé, c'est très probable que tous ses potes soient au courant. En plus, ils ont un énorme avantage, ils parlent. Wesh les BG. Enfin, ils imitent les sons avec une grande précision à la manière des perroquets. Ils le font pas juste pour obtenir une récompense, mais aussi pour effrayer un prédateur ou juste pour s'amuser. Pour couronner le tout, ils sont sans aucun doute l'espèce intelligente la plus nombreuse. Rien qu'en Europe, on compte plusieurs dizaines de millions de corvidés. Mais surtout, on les retrouve sur presque toute la planète. Il y a que l'Amérique du Sud qu'ils ont pas conquis, ils sont aux premières loges pour prendre notre suite. Comparez ça aux grands singes et ça fait tourner la tête. Il y a que 30 à 50 000 bonobos, dont une grande partie sont en captivité. Les chimpanzés sont encore 200 000, et les orang-outans, l'espèce animale qu'on considère comme la plus intelligente après nous, sont entre 100 000 et 800 selon les sous-espèces. Certes, leur sensibilité et compréhension sont sans pareil. On leur apprend le langage des signes, ils se remémorent le passé, peuvent jouer aux jeux vidéo, mais finalement seul un tout petit nombre ont eu l'occasion d'apprendre et d'interagir avec des humains. Aucun impact sur les colonies sauvages, qui auraient quand même besoin de centaines de milliers, voire millions d'années pour être capables de développer des outils sophistiqués. Alors, qui sera notre successeur? Sur des échelles de temps pareilles, impossible de prévoir ce qui va se passer. On a envie de parier sur les espèces avec les meilleures capacités intellectuelles, comme les grands singes ou les cétacés, mais faut pas oublier que développer un intellect comme celui de l'humain, c'est pas automatique. Les dinosaures ont peuplé la Terre plus de 150 millions d'années et en ont jamais eu besoin. Sur Terre, je donnerais la palme à un super prédateur omnivore comme l'ours, qui devrait pas avoir trop de compétition. Et dans l'océan, aucun doute que les orques auront leur heure de gloire. Et d'après vous, qui a le plus de chances de reprendre le flambeau? N'hésitez pas à nous dire tout ça en commentaire, on a hâte de lire vos avis. On remercie Call of Dragons de nous soutenir. Je retourne capturer des bébêtes, moi. Rejoignez-nous grâce au lien en description. On vous donne rendez-vous avec Meili pour une prochaine vidéo. Et pensez à prendre soin de vos animaux, ce sont peut-être les prochains boss de notre planète.